Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale machine à coudre ancienne. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo concernant 5 raisons d'acheter une machine à coudre ancienne et je vous avais posé la question de savoir si vous vouliez faire l'inverse, 5 raisons de ne pas acheter une machine à coudre ancienne, ce à quoi il m'a été répondu oui, donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, j'ai eu un commentaire me disant que une des raisons pour laquelle la personne n'achèterait pas par exemple une machine à coudre ancienne, c'était que si c'était une machine à plateau, on ne pouvait pas coudre si on avait la jambe dans le plâtre. Et que pareillement pour une machine à manivelle, on ne pouvait pas coudre avec un bras dans le plâtre. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est certain, on ne peut pas coudre avec une jambe dans le plâtre, ni même avec un bras dans le plâtre avec des machines anciennes. Mais c'est pareil avec des machines modernes. Par rapport au pied, avec une machine moderne, on peut essayer de changer le pied, mais la sensation est différente. On ne va pas avoir exactement la même maîtrise. Quant à coudre avec un bras dans le plâtre, bah, c'est un peu compliqué de pouvoir coudre de toute manière avec un bras dans le plâtre, que ça soit sur une machine ancienne ou une machine moderne. Je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, que l'on se retrouve avec un bras ou une jambe dans le plâtre, pour la couture, globalement ça reste problématique. Donc personnellement je ne mettrais pas ça forcément comme étant des inconvénients, mais enfin ça m'a été soulevé, donc je le mets dans cette vidéo. Ensuite je dirais, et je l'ai eu aussi en commentaire, la contrainte de place. Effectivement pour une machine à coudre à plateau c'est plus compliqué parce que ça demande quand même pas mal de place. Il en existe qui sont assez petites, assez compactes, mais quand même ça demande d'avoir une place supplémentaire. Une machine à coudre moderne aujourd'hui on la met dans une armoire et c'est bon, ça passe. On peut réussir à la mettre, et encore que certaines sont aujourd'hui assez grandes et que c'est assez difficile de pouvoir les ranger dans une armoire, mais ça reste plus facile qu'une machine à plateau. Après pour les machines à manivelle, elles sont compactes elles aussi, elles sont transportables elles aussi, et du coup on peut aussi les mettre dans une armoire si besoin. Surtout celles qui malheureusement n'ont plus leur couvercle parce qu'il a été détruit ou perdu. On peut les ranger dans une armoire, sous une housse, peu importe, comme une machine moderne. Donc il y a une contrainte de place, mais pour les deux machines en fait, que ça soit moderne ou ancienne également. Après la plus grosse contrainte c'est l'entretien, s'il manque des pièces, pouvoir retrouver des pièces, pouvoir prendre en main la machine si jamais elle a besoin, la dégripper, être capable de la démonter, de la remonter, de vérifier l'entièreté des composants au niveau des consommables, notamment au niveau des machines à manivelle. Par rapport à l'enclenchement de la manivelle, le caoutchouc, savoir si on peut le changer, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas le changer. Pareillement par rapport au dévidoir de la canette, est-ce que on peut changer la petite pièce en caoutchouc? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver la pièce qui est compatible avec la machine? Forcément ça pose quelques problèmes si on ne connaît pas la marque fabricante des pièces par rapport à Singer, pour ne citer que cette marque là. C'est d'ailleurs celle qui est la plus courante, donc je vais surtout me baser sur Singer. Donc pour Singer, il y avait un prestataire de service qui était un peu en sous-traitance, qui leur fournissait les pièces, et l'entièreté des pièces ont été directement produites par ce sous-traitant. D'ailleurs aujourd'hui cette entreprise est toujours en fonctionnement, donc on peut retrouver notamment sur des sites comme Etsy, comme eBay, Le Bon Coin des pièces. Donc c'est assez simple, il suffit juste de connaître la marque qui travaillait avec Singer, en collaboration avec Singer, pour fournir les pièces pour les machines. Parce que Singer était producteur jusqu'à un certain point. Mais ça je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. J'ai une série de vidéos prévues sur Singer, la machine à coudre, l'histoire de la machine à coudre c'est chez Singer, mais surtout qui a inventé la machine à coudre réellement, parce que là aussi il y a des zones de flou que peu de personnes savent, et malheureusement on ne retrouve que très peu de traces sur internet, et j'ai eu la chance de tomber sur les sites qui accréditaient cette histoire là, donc j'ai hâte de vous la partager, de vous montrer un petit peu les dessous de la marque, comment elle s'est construite, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a obtenu des brevets. Pas toujours de manière assez fair-play je dirais.
C'est prévu sur la chaîne très prochainement, dans le courant de l'année je pense. Il y aura une grande série de vidéos concernant Singer, concernant les machines à coudre, la façon dont elles ont été commercialisées, inventées, structurées et enfin produites pour être vendues. Et même après, avec la vente, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a révolutionné le fait que la machine à coudre est devenue un sacerdoce à peu près partout dans le monde, alors qu'au début, personne n'en voulait. D'ailleurs ça fait très longtemps que je travaille sur cette vidéo, ça fait plusieurs mois et j'ai commencé à faire plus ou moins une introduction à cela dans un TikTok que j'ai fait il y a quelques semaines, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller le voir. J'avais répondu à un TikTok de la part d'une autre TikTokeuse et j'avais commencé plus ou moins à introduire ce que j'allais mettre dans cette série de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir ce TikTok pour en savoir un petit peu plus et à avoir un petit peu une sorte d'introduction au reste de la série de vidéos à propos des machines à coudre et de Singer, plus particulièrement pour le moment. Ensuite, je verrai si j'élargis par rapport aux autres marques de machines à coudre. Et pour continuer, par rapport à la troisième raison de ne pas acheter une machine à coudre, je dirais que c'est la forme physique. Il faut quand même avoir une bonne forme par rapport ne serait-ce qu'aux machines à manivelle parce que ça mobilise énormément le dos et les épaules. Ne serait-ce que de les porter parce qu'elles sont bien plus lourdes que les machines modernes qui font entre 6 et 10 kg. Pour certaines, pas toutes. Tandis qu'une machine à manivelle pour une machine ancienne, on va plutôt tabler sur du 10 à 20 kg. Ma Singer à manivelle, la mienne a fait 20 kg, la Clemens Müller a fait 12 kg avec le coffret et 10 kg sans le coffret. Par contre, pour ma Singer à plateau, on est plus aux alentours des 20 kg. Donc je dirais il faut avoir la forme physique. Bon, c'est vrai que la machine à plateau on la bouge pas tous les jours, mais ça reste que ce sont des objets qui sont assez lourds quand même, donc il faut avoir une bonne forme physique. Et ensuite, de toute manière, il faut également l'avoir par rapport à la couture. Mobiliser le dos, mobiliser l'épaule dans des gestes qui sont ultra répétitifs sur plusieurs heures, à faire tout le temps le même geste, ça demande énormément au corps. Et donc du coup il faut vraiment avoir de l'entraînement qui vient petit à petit en fonction du temps que vous passez à coudre sur les machines. Ça peut aller plus ou moins vite, mais il faut quand même avoir au fur et à mesure un entraînement, avoir quelque chose qui permet déjà d'avoir une forme bien solide pour pouvoir le faire. Par exemple, ma maman qui est malade, qui a essayé de se coudre une jupe récemment, n'a pas pu aller jusqu'au bout de la jupe justement à cause de ça, la contrainte physique liée à une maladie. D'ailleurs c'est moi qui la terminerai, vous aurez un vlog dessus également qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Et ensuite pour ce qui concerne la machine à plateau, il faut avoir de bonnes jambes. Vraiment, il faut vraiment avoir de bonnes jambes parce que ça vient mobiliser l'entièreté des muscles au niveau des jambes et au niveau de la cheville. La cheville, il faut qu'elle soit solide, qu'elle soit correctement positionnée, sinon on a très vite mal. Le genou aussi également peut prendre cher si on est mal positionné, mais je pense que ce qui a été pour moi le plus difficile au tout début, ça a été les crampes au niveau des mollets et au niveau des cuisses. Les cuisses et les mollets ils ont pris très cher avec moi pendant ce temps-là, au tout début quand j'ai commencé à coudre. Et pourtant j'avais déjà un bon entraînement puisque je passais la majorité de mon temps debout. Que ça soit pour le travail ou pour la broderie, je passais énormément de temps debout. Alors quand on sait que je pouvais passer à broder 9 heures entières debout, presque sans bouger et sans m'asseoir, je peux vous assurer que quand je me suis mise à la machine, je pensais avoir des jambes en béton. Pas du tout, absolument pas. Ce n'est pas la forme de marche, c'est pas une forme physique qui demande d'être debout, qui demande d'avoir de la marche. Ça demande la mobilisation musculaire, forcément. Mais c'est quelque chose de différent, on va venir mobiliser des muscles qui sont plus profonds, moins en surface, et donc du coup qu'on travaille beaucoup moins. Donc forcément, les courbatures sont là très rapidement. Au début, je me souviens que quand je me levais après avoir travaillé plusieurs heures, malgré les pauses spéciales pour le repassage et tout ça, quand j'arrêtais, 2-3 heures après, une fois que mes muscles étaient refroidis, parfois j'avais du mal à poser le pied par terre parce que ça me faisait vraiment mal. J'avais très mal. Donc ça demande quand même d'avoir un entraînement un peu physique. Et il faut maintenir la cadence, il faut maintenir la machine, lui éviter de partir en arrière avec un moment d'inattention, savoir repérer les mouvements, repérer les sons, repérer les bruits, repérer tout ça. Et donc du coup ça demande
au corps énormément de concentration, que cela soit sur la couture au départ, mais également aussi sur la machine. Donc forcément, ça fatigue. Alors je sais plus si je suis à la 4e ou à la 5e raison, j'ai perdu le fil, donc bon, ça sera peut-être la 4e ou la 5e, je ne sais pas. J'en ai 2 autres, donc au pire, ça sera... il y en aura un qui sera un bonus. Donc une autre raison, c'est la prise en main qui est un petit peu plus compliquée. Je veux dire que sur une machine moderne, on va brancher la prise, puis on va appuyer sur la pédale et puis voilà, après il y aura juste à coordonner les mains. Sur une machine à plateau, il faut coordonner les mains, les pieds, la tête et la couture. Donc il faut tout faire en même temps. C'est un peu comme si vous appreniez à conduire uniquement avec le volant sur 1 heure et d'un coup on vous donnait les pédales, le volant, les rétros, tout en même temps. Voilà, c'est exactement la même chose. D'un coup, vous allez passer de quelque chose où on va contrôler la vitesse uniquement sur les machines modernes à contrôler la vitesse, la couture, la main qui vient lancer le volant et puis ensuite qui se met à coudre, et également le son que fait la machine pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème par rapport à un retour en arrière ou autre, quelque chose, être extrêmement attentif à ça. D'ailleurs, j'ai une série de 2 vidéos avec ma soeur justement où on parle de ça. Alors si vous voulez aller les voir, je vous les mets dans le petit i. Comme ça vous pourrez aller visionner les vidéos, vous verrez un petit peu ce que c'est que la prise en main d'une machine à coudre à manivelle et d'une machine à coudre à plateau. Ça n'a pas été simple pour elle, surtout qu'on avait très peu de temps, on avait un après-midi pour qu'elle puisse prendre en main les 2 machines. Donc forcément, ça n'aide pas non plus au niveau de la contrainte de temps, mais enfin, elle a quand même bien géré malgré tout. J'étais assez contente, assez fière d'elle parce que ma soeur n'avait jamais rien cousu, même pas une couture à la main, rien du tout. Et elle a réussi à s'en sortir allant jusqu'à faire des piqûres qui étaient complètement droites. Donc c'est génial, surtout sans plaquer les cuisses. Donc là, c'est vraiment ce que je dirais par rapport à 5 raisons de ne pas acheter, c'est si vous avez peur d'avoir tout en même temps. Voilà, que ça soit pour la manivelle ou que ça soit pour celle à plateau. Surtout si vous commencez tout juste la couture et que vous commencez avec une machine à manivelle, vous allez coudre avec qu'une seule main. Donc pour tenir le tissu, vous avez une main, vous avez l'autre main qui va venir entraîner la machine pour qu'elle puisse fonctionner. Donc forcément vous allez avoir un petit peu plus de mal à prendre en main par rapport à votre couture. C'est pas impossible, c'est pas infaisable. C'est juste plus difficile, plus compliqué parce que forcément quand on commence tout juste à coudre, on a tendance à un peu se crisper sur le tissu, donc forcément le tissu bouge, les coutures ne sont pas droites, comme pour certaines il n'y a pas de plaque à aiguille, ça n'aide pas non plus par rapport au repère. Donc je dirais ça, cette raison-là également, c'est prendre en main la machine. Même si c'est pas vraiment compliqué à prendre en main, c'est pas des machines qui sont extrêmement difficiles. Au contraire, je trouve qu'elles sont assez faciles, assez intuitives. C'est un peu, faut un peu se brancher sur l'onde, un peu se brancher sur le fil de la machine pour pouvoir la comprendre et savoir ce qui se passe, ce qui se passe pas, comment faire et tout. Mais encore une fois, j'en parle dans les 2 vidéos que j'ai faites avec ma soeur, donc je vous invite à aller les visionner. Et enfin, la dernière raison de ne pas acheter une machine à coudre ancienne ne se portera pas vraiment sur la machine, mais plutôt sur vous. Trouvez la machine qui correspond par rapport aux années, par rapport aux motifs, parce qu'il en existe énormément, mais par rapport également à la marque, peut prendre énormément de temps et parfois c'est assez décourageant. Quand j'ai trouvé celle à manivelle, honnêtement j'étais à 2 doigts de laisser tomber. J'en avais juste marre, j'en avais vu des centaines et des centaines d'annonces sur plusieurs sites différents. Donc il faut vraiment trouver celle que l'on veut en fait. Il en existe tellement que forcément ça n'aide pas. Certaines sont en très mauvais état selon certaines annonces, selon certains vendeurs. Certains ne répondront même pas, ne prendront même pas la peine de répondre à savoir si elle est fonctionnelle ou pas, ou si elle est vendue pour pièces ou juste pour collection type décoration. Donc forcément, des fois ça peut être un frein également. Et puis il y a aussi l'esthétique. Forcément, si vous voulez une esthétique différente, moi la mienne que j'ai, les 2
par rapport avec celle à plateau et celle à manivelle, ont des décors que l'on appelle Memphis. Mais il y a des décors floraux, il y a des décors lotus, il y a des décors victoriens d'après les noms qui leur ont été donnés. Donc forcément il y en a énormément. Singer a produit plusieurs milliers de motifs, pas plusieurs, il me semble pas que ce soit plusieurs milliers, je pense que je suis un peu trop généreuse dans mon estimation, je pense que c'est plusieurs centaines de motifs différents et encore que plusieurs c'est peut-être également un peu trop, mais j'en ai vu tellement en fait que je serais même plus capable de dire exactement combien il y en a de motifs différents. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, que j'en ai vu beaucoup et forcément des fois on va en trouver une qui est super jolie mais qui rentre pas dans le budget ou il y a quelque chose à changer. Certaines n'ont plus les plaques qui permettent de refermer au niveau de la canette, il n'y a plus non plus la navette vibrante ou voilà, il y a des petits inconvénients comme ça et donc forcément ça met un frein par rapport à l'achat. Après c'est à vous de voir la motivation que vous avez pour en trouver une et également dans quel état, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour pouvoir l'avoir. Certains vont vouloir avoir des machines qui sont quasiment neuves, donc forcément j'imagine qu'on se tournera plutôt vers des machines des années 1950 qui ont plus de chances de mieux marcher. Et encore que par rapport aux électriques, les fils n'étaient pas au même voltage que ceux d'aujourd'hui. Donc il se peut qu'il y ait des besoins de refaire un câblage avec les voltages d'aujourd'hui par rapport aux normes européennes. Donc forcément là aussi c'est un frein. Je pense on peut trouver énormément de freins par rapport au fait que les machines elles sont anciennes et que peut-être elles ne peuvent pas correspondre. Moi je savais que je voulais des machines qui étaient en excellent état, je n'avais pas envie d'avoir quelque chose qui était en mauvais état par rapport au motif, pas par question d'esthétisme plus que ça, mais plus parce que j'aimais énormément en fait ces décorations là et que je voulais les avoir dans le meilleur état possible. Et puis c'est aussi un gage de conservation. Du fait que peut-être il y a plus de chances de fonctionner qu'une machine qui a perdu l'entièreté de ses décalcomanies, qui a perdu son émail, qui est rouillée sur une majeure partie des composants qui sont visibles. Donc ça aussi c'est également à prendre en compte sur le fait que ça peut freiner par rapport au fait de ne pas acheter une machine. C'est personnellement moi ce qui m'a freiné au tout début pour la machine à manivelle, pas pour la machine à plateau parce que j'avais eu une journée terrible de couture avec la machine à coudre que m'avait donnée ma grand-mère. Elle avait jamais voulu faire ce que... Elle avait tout simplement refusé de coudre en fait. Elle m'avait cassé 3 aiguilles en l'espace de peu de temps. Elle ne voulait pas coudre plus de 3 épaisseurs. Les surpiqûres que j'avais fait, l'aiguille s'enfonçait de travers. Enfin j'avais vécu une journée infernale. À la fin de la journée j'avais envie de prendre la machine et de l'envoyer à travers la fenêtre. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était un enfer. La pédale refusait de se mettre en route et puis d'un coup boum elle partait comme une bombe. Ça avait été vraiment une journée très difficile, énervante et j'en ai juste eu marre parce que c'était juste pas la première. Donc du coup j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à taper machine à coudre ancienne et je suis arrivée sur un site dont j'ai plus le nom, j'arrive plus à me souvenir mais je crois que j'en parle dans ma vidéo. J'ai acheté une machine à coudre ancienne, donc je vous la mets dans le petit si vous voulez aller la voir. Et j'ai pas regardé longtemps, j'ai tapé et j'en avais vu une de 1880 et celle-ci qui était de 1910. Et comment j'hésitais entre les deux. Celle de 1880, il y avait quelque chose de différent avec celle que j'ai prise, donc celle de 1910, celle que j'ai. Je sais pas, elle était plus vieille déjà, elle n'était pas rouillée ni rien du tout, elle avait un charme fou. Mais elle datait de 1880 et j'avais peur qu'il y ait des pièces qui soient changées et d'être incapable de les changer, alors que sur celle de 1910, on voyait qu'il n'y avait pas de pièces à changer ni rien du tout. Qu'elle était en parfait état, elle avait été très bien conservée, elle avait été entretenue.
un petit peu trop bien entretenue d'ailleurs, parce que quand elle est arrivée, j'en parle là également dans cette vidéo, elle était très grasse, comme si elle avait été entreposée à côté d'une cuisine. Donc il a fallu la décaper bien, en faisant attention de ne pas la rayer. Sinon il n'y avait rien de particulier. J'avais regardé, la courroie n'était pas à changer, j'ai toujours la courroie d'origine. Je ne l'ai pas du tout changée sur la machine, je l'ai juste resserrée. Et je savais que rien qu'avec les photos ça irait. Je le savais, c'était sûr et certain. J'avais aussi pas mal correspondu, c'est environ 10 minutes avec la vendeuse et un feeling était passé, elle était très sympathique, c'était la machine à coudre de sa grande tante, donc elle l'avait gardée autant qu'elle le pouvait, mais elle n'avait pas assez de place chez elle pour pouvoir la garder, et donc elle la vendait. Et donc moi ça a été du coup tout naturellement que je l'ai acheté parce que j'avais plus confiance en ma capacité à les nettoyer et à l'entretenir alors qu'elle était de 1910 plutôt que celle de 1880. Ça a été vraiment ma plus grande peur par rapport à mon premier achat, c'était vraiment l'entretien. Est-ce que j'allais pouvoir le faire? J'avais des vidéos sur lesquelles me baser, notamment de restauration, sur lesquelles je me suis énormément basée. Je pense qu'il n'y a rien de mieux quand on prend en main quelque chose qu'on ne connaît pas assez, de regarder des vidéos de restauration. D'ailleurs, pour la petite anecdote par rapport à mon cadeau d'anniversaire, sur ma vidéo précédente, je vous la mets là également dans le petit pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas eu. On m'a offert, enfin j'ai choisi qu'on m'offre, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, une montre à gousset qui date de 1880, dans ces années-là. Et à un moment donné, le verre, il est tombé et je me suis dit que j'allais le remettre moi-même et donc du coup j'allais regarder des vidéos de restauration pour pouvoir remettre le verre. Chacune disait que de toute manière il fallait aller voir après derrière quelqu'un, un professionnel, donc un bijoutier, un horloger, pour pouvoir le fixer correctement. Donc je voyais pas l'intérêt de le remettre moi-même si de toute manière je devais aller voir un horloger derrière. Et puis même de toute manière c'était une montre qui n'avait pas fonctionné depuis longtemps et ça se ressentait par rapport au mécanisme qui était assez capricieux, et je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de voir moi-même ce que j'allais pouvoir faire en fait. Et comment dire que j'ai regardé des vidéos de restauration de montres qui dataient jusqu'à sous Georges III, donc de 1700 et quelque chose, je n'ai plus sa date de règne, désolée, donc qui date de Georges III, donc de 1700, et un trésor d'horlogerie, vraiment, c'est vraiment le titre qu'on peut lui donner à cette montre. Et j'en ai regardé d'autres de 1800, avant-guerre, après-guerre, parce que les mécanismes ne changent pas tant que ça. Et j'ai très vite renoncé en fait. Je crois que j'ai regardé 2 vidéos et je me suis dit non mais je peux pas me lancer dedans, je peux pas, c'est impossible, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas remettre en marche une machine à coudre parce qu'elle est grippée, c'est un autre niveau. C'est un niveau que clairement je n'ai pas et que je n'aurai jamais parce que je ne suis pas professionnelle et que de toute façon je ne veux pas tester. Je veux pas, j'avais pas envie de tester, de la démonter et de devoir ensuite l'amener à mon horloger en lui disant bah voilà il faut réparer mes bêtises parce que j'ai essayé de prendre votre place, une place que je n'avais pas à prendre et j'ai fait n'importe quoi maintenant et il faut que vous me la remontiez. Si pour certaines personnes ça leur pose peut-être pas de problème de faire ça, moi si. Déjà parce qu'on peut perdre des pièces. Ensuite on peut faire n'importe quoi et rayer ou désaxer, décentrer ou je ne sais quoi certaines pièces. Et là, forcément, ça va faire augmenter la facture. Donc, je l'ai amené à mon horloger pour qu'il remette le verre en place et il m'a dit qu'il fallait faire une révision, ce que je savais. Donc là, j'attends de la récupérer. J'ai peut-être un projet d'ailleurs à propos de ça. Je vous en parle pas plus que ça parce que je n'ai pas encore de nouvelles, mais il se peut que vous ayez une vidéo spéciale horlogerie. J'en dis pas plus, on verra d'ici quelques semaines. Je pense qu'il faut connaître un petit peu aussi également ses limites à chacun et savoir que ce n'est pas parce que l'on veut quelque chose qu'on peut s'en occuper. On peut voir des milliers de tutos, des milliers de vidéos de restauration, des milliers de vidéos de personnes qui cousent avec ces machines, mais ne pas être capable de trouver la cause d'une panne. D'ailleurs j'ai une série de réels à propos de ça qu'il faut que je sorte, il faut que je fasse les voix off qui devraient sortir dans
les prochaines semaines à propos de l'entretien de ma machine à coudre, la Singer à manivelle, parce que justement j'ai eu un petit problème avec elle et que je vous ai filmé toute mon enquête à propos de ce problème là et lequel il était et comment je l'ai trouvé par déduction, par observation et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement les réels pour Insta et les shorts pour YouTube, comme ça vous pouvez voir directement. Et si vous voulez être averti à chaque vidéo et chaque réel que je sors, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Bon, cette vidéo au final est un peu moins structurée que ce que j'avais en tête au départ. Je pensais faire quelque chose de plus structuré et ça ne l'est clairement pas. Mais enfin j'espère quand même que ça pourra vous aider, que vous pourrez un peu voir les limites sur le fait d'acheter une machine à coudre ancienne, quelles elles sont et comment pouvoir y pallier un petit peu au cas où si besoin. Voilà. Moi je sais que les vidéos que j'ai faites à propos de leur entretien ont aidé pas mal de personnes puisque j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet, donc je suis contente d'avoir pu aider, que le savoir que j'ai acquis en regardant un millier de vidéos vous ayez pu le voir en une seule et que du coup vous n'avez pas besoin de faire le travail de recherche que j'ai fait moi en amont. Ça vous fait gagner du temps. Et c'est l'essentiel. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai consulté mes statistiques YouTube et puis j'ai fini par contacter le support pour leur demander qu'est-ce qui se passait en fait, parce que l'algorithme, je ne sais pas ce qu'il a avec moi en ce moment, mais il a décidé que je devais devenir un fantôme. Et visiblement c'est parce que je fais pas des vidéos assez longues, donc je vais mettre des vidéos un petit peu plus longues et puis si vous n'avez pas le temps de les regarder, vous pourrez les regarder en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo pourra vous aider si jamais vous avez envie d'acheter une machine à coudre ancienne. Je vous remets dans le petit i juste là la vidéo 5 raisons d'acheter une machine à coudre ancienne. Si vous ne l'avez pas vue, comme ça vous pouvez aller un petit peu comparer les deux, voir quels sont les avantages et les inconvénients. Du coup avec ces deux vidéos vous pouvez les avoir. Si vous avez d'autres inconvénients en tête avec les machines à coudre anciennes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également. Et n'hésitez pas non plus pour m'aider, vu que l'algorithme en ce moment est assez capricieux avec moi, à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager. Ça m'aidera grandement, j'en ai grandement besoin en ce moment. Surtout que je commence à avoir du mal à suivre le rythme par rapport aux vidéos. J'ai eu de mauvaises nouvelles par rapport à ma santé récemment et donc forcément ça n'aide pas non plus. Donc si vous pouviez m'aider pour me propulser un petit peu par rapport à l'algorithme, je vous en serais grandement reconnaissante. Cela dit, moi je vous dis à bientôt pour une vidéo couture qui normalement aurait dû être cette vidéo là, mais du coup je n'ai pas eu le temps de la terminer. Il me reste pas grand chose, vraiment pas grand chose, mais je n'ai pas eu le temps de la finir. Enfin vous verrez, c'est un projet d'intérieur cette fois. J'ai décidé que j'allais commencer à me coudre un petit peu des vêtements d'intérieur parce que je n'ai pas grand chose, et hormis quand je filme, je me retrouve un petit peu habillée bizarrement et j'en ai un petit peu marre. Donc j'ai commencé à projeter une garde-robe d'intérieur que je vous filmerai pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la semaine prochaine ou la semaine d'après pour un vlog couture. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.